C'est bon, on est là. Bien, bonsoir à tous. Moi, je suis vraiment très, très heureux de vous voir en direct. Franchement, ça fait 2 ans que je n'ai pas vu mes adhérents en direct. Ça me manquait. On a beaucoup travaillé, comme vous le savez, durant toute cette crise. Et on va continuer, bien entendu, à beaucoup travailler. Avant que j'oublie, parce que sinon, je vais me faire taper sur les doigts. Jeudi matin, à partir de 8h, accueil à 8h au Dynamore Gaming, qui est juste à côté. Nous allons parler de la fin 2022. Qu'on a construit justement une situation post-Covid, parce que je pense que voilà, tout le monde a pris l'habitude de Covid, on va vivre avec, on va faire avec. On va éviter de rester les 2 pieds dans le même sabot pendant encore 1 an supplémentaire. Je crois qu'on a tous envie, à un moment donné, d'aller vers l'avant. Et donc, on aura donc 2 heures en fait, entre la présentation de la feuille de route et un échange. Donc, si vous êtes sur Saint-Denis, si vous voulez venir à Saint-Denis, n'hésitez pas à venir me rejoindre pour cette présentation de feuille de route que je vais présenter au conseil d'administration du 25 janvier, mardi 25 janvier, qui a été validé par le conseil d'administration et qui a été présenté à la presse. Vous avez peut-être vu quelques bribes dans les journaux, très mal rapportées à mon avis. Voilà, on va faire ça en direct avec les adhérents. Je voulais remercier notre intervenant de ce soir. J'ai quand même demandé à Audrey, parce que le GH, c'est GE ou GE? Je dis non, c'est GE. Exactement. Merci. Salut Marc. Bien. Très bien. Merci beaucoup de donner de votre temps à nos chefs d'entreprise, de leur donner ce que j'appelle de la professionnalisation. Alors le terme est un peu pompeux, mais je pense qu'on a tous besoin à un moment donné de se réalimenter en fait, intellectuellement sur différents sujets, puisque nous sommes à la manœuvre désormais en tant que chef d'entreprise, à la fois sur la RH, sur la production, sur la gestion de la maintenance, sur la finance. Dis plutôt sur quoi on n'est pas. On n'est pas encore sur la vie privée des individus, mais maintenant on s'occupe de bonheur au travail. Je ne savais pas que j'avais la capacité de bonheur au travail, autant je peux m'occuper de la qualité de vie de mes collaborateurs. J'ai un petit doute sur le bonheur au travail. Je pense que le bonheur, c'est à chacun de s'en occuper, et puis je pense que c'est quand même le mieux placé pour s'en occuper. Il faut mieux éviter de le confier à quelqu'un dans cette histoire. Ça peut donner des résultats, on dit, intempestifs. Voilà, activité aujourd'hui du MEDEF. Qu'est-ce qu'il y a, chouchou? Alors, ça serait bien. Alors, Stéphanie, tu fermes ton micro. Je ne sais pas qui est chouchou. Alors, moi, je vois Laurent, je me proposais de signer pour Laurent, que je vois à l'écran. Là. Cossette. Ouais. Laurent, je suis désolé, la dernière fois, je ne t'ai pas reconnu. Je t'avais en contre-jour chez Créalise, mais je pense que c'est toi que j'ai vu et que tu me faisais bonjour. Mais j'ai dû percuter 10 minutes plus tard. Oui, en effet, je suis pas habillé. Je suis désolé de ne pas être avec vous ce soir. Je pensais pouvoir y être et puis je suis dans la voiture parce que mon rendez-vous s'est éternisé. Et voilà, donc je suis quand même avec vous, mais pas autant que je l'aurais voulu. Merci Laurent. Dans la problématique des TPE, on a aujourd'hui un gros sujet. J'ai eu l'occasion d'en discuter hier. En fait, j'étais avec Sébastien Lecornu, le ministre, mais surtout, enfin pas lui, parce que c'est un déplacement politique, on le sent bien. Quoi. La politique. Par contre, ces conseillers, c'est très intéressant, parce qu'eux, ils sont vraiment à la manœuvre. Donc, Jérôme Solière, qui sont conseillers économiques, et on parlait de financement des entreprises, et en particulier, comment aujourd'hui trouver des fonds privés pour venir être le point de départ, le levier pour faire de la levée bancaire derrière, ou de la levée de crowdfunding, ou de la levée de n'importe quel fonds. Je pense que j'ai eu une oreille attentive en disant, tiens, bon, il a eu la première réflexion qui m'a toujours énervé, mais qui m'énervera toujours. Non, mais vous pouvez monter un fonds à 10 millions d'euros, mais c'est trop petit. Quoi. Vous allez intéresser qui avec 10 millions d'euros? Du coup, si vous avez 10 millions d'euros en trop, pensez à nous, parce que je pense qu'on peut en faire quelque chose. Quoi. On a le problème de la taille critique. Hein. Vous êtes TPE, vous savez aussi que vous aussi, vous avez le problème de la taille critique, et que l'enjeu, c'est de devenir demain matin une PME. Puisque moi, j'ai vécu toutes ces étapes. Hein. Moi, j'ai créé dans mon garage en 1992, j'étais TPE unicellulaire. Quoi. Et c'est vrai que la notion de taille critique est extrêmement importante, ça fait partie des enjeux. On a aussi des sujets sur le social, puisqu'on va commencer à travailler sur les lois de finances. Hein. Vous savez qu'il y a 2 lois de finances qui pilotent notre vie chaque année, que sont la loi de finances de sécurité sociale et la loi de finances tout court. En fait. On va commencer à travailler sur le sujet. Bonjour. Voilà, une activité débordante. En tous les cas, n'hésitez pas à interpeller l'équipe du MEDEF. On a beaucoup de sujets, puisqu'on intervient aussi désormais sur des sujets sur lesquels on nous attend, qui est
la RSE, vous savez qu'après la Gilets jaunes, on a quand même subi un sacré traumatisme à La Réunion. On s'est quand même pris une belle claque dans la figure avec les Gilets jaunes. Donc aujourd'hui, quand on parle participation, quand on parle intéressement, quand on parle partage de la valeur, création de richesse, mais aussi partage de la richesse, ça veut dire derrière, inévitablement qu'on parle de convention collective. Et là, on a une séquence avec les transports. Les transports scolaires, vous avez suivi l'histoire du TCO où il y a certains gamins qui ne sont jamais arrivés à l'école le jour de la rentrée parce qu'il n'y a pas de bus, tout simplement. Donc voilà, ça fait aussi partie. Mais si vous êtes là jeudi matin, je déroulerai plus largement cette feuille de route. Je vous souhaite une excellente soirée. Je sais pas si vous avez des questions à me poser, n'hésitez pas. Moi, je vais repartir sur notre séquence à côté. Donc, si vous avez des questions, je suis à votre disposition. Merci. Pas de questions, hein? Si, Tu es libre. Oui. tu seras là quand on aura fini. Vraisemblablement. Au rez-de-chaussée. En général, quand je suis au ménage, je sais que j'arrive à 8h. Je sais rarement à quelle heure je pars le soir. En fait. Oui, vraisemblablement. Si on se voit tout à l'heure, à la fin de la séquence. Bonne séquence à vous tous. Merci encore. Ouais, merci. Et je vous laisse la parole, à moins qu'Audrey, maître des cérémonies de ce soir. Non. J'aurai l'occasion de discuter après. Tu veux une présentation J'ai un petit peu. Je pense que ça Tu peux peut me l'envoyer sur medefreunion@gmail.com, Je pense tout en minuscule. Alors, N'utilisez jamais cette adresse, c'est une adresse poubelle qui sert à la visio. Que pour la visio, Donc, et personne on ne verra récupère jamais- les personne ne verra documents. jamais votre C'est mail. pour ça que je regardais Monsieur le Président pour être sûr de l'adresse, parce que je l'ai apprise il n'y a pas longtemps. Adresse poubelle. À tout à l'heure. Ciao, bisous. Pardon, donc du coup, je vais récupérer. je pense que quelques images vont permettre un peu de rendre le sujet peut-être un peu ludique. Medefreunion tout en minuscule attaché @gmail.com. Alors, je te laisse me le redire, Medef. Medefreunion tout en minuscule. MEDEFREUNION. Ouais. @gmail.com. Normalement, on est bien. Comme on n'a pas eu l'opportunité de se préparer avant, puisque la salle était prise, on s'excuse du timing. Hein. Pour ceux qui attendent depuis tout à l'heure, désolé. Ouais. Nous attendons dehors. Oh, lien suspect. Non, mais franchement, Marie. Mais quelle idée! Comment est-ce possible? Pour commencer, merci à tous de vous intéresser à des sujets juridiques, ce qui est quand même extrêmement flatteur pour un avocat de savoir que le sujet de la structuration et de la société est un sujet qui intéresse certains d'entre vous. Ça me fait toujours plaisir. Donc la thématique aujourd'hui, bon, c'est un terme un peu transverse et on verra sur quels axes on va peut-être un peu orienter le sujet, mais l'idée, c'était de parler de la société et puis de se dire que on peut en faire un outil en tant qu'entrepreneur. Ça n'est pas nécessairement une contrainte administrative. Moi, je me demande si ceux qui sont en visio voient la présentation. Vous voyez la présentation ou pas en visio? Non, 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 pas de partage. on est isolé. Voilà, là maintenant, C'est vous la bon. voyez? Oui, c'est bon. Oui. Excusez-nous. C'est- Voilà, excuse-moi Marie, mais juste le temps. Voilà. Pas de souci. Donc, Merci. du coup, tu peux un petit peu avancer. L'idée, en fait, comme je ne savais pas forcément... alors, ça, c'est bon, c'est un petit graphique. Bon, quand j'ai essayé d'aborder cette présentation, je me suis dit, bon, de quoi parler je me suis interrogée un peu aussi sur vous, quel était votre niveau, alors peut-être pas de connaissance, mais on va dire la curiosité que vous aviez par rapport à ce sujet-là. Parce que dans un club TPE, il y a des entrepreneurs. Donc, j'ai voulu savoir, et vous me direz, en gros, dans l'idée, c'est de donner une note de 0 à 10. Quelle est un peu, on va dire, votre familiarité avec le sujet des sociétés et de la création de sociétés. Donc, j'ai imaginé que 0, c'était
je connais l'entreprise individuelle ou alors j'exerce en société. C'est une situation juridique pour laquelle je n'ai pas fait de choix particulier ou je n'ai pas d'avis parce que peut-être que vous avez racheté une société. Vous n'avez jamais vraiment posé la question de savoir quelle était la différence entre l'exercice en entreprise individuelle ou en société. Et vous n'avez pas non plus spécialement de conseil juridique. Vous n'en avez peut-être jamais eu besoin. Vous n'êtes pas accompagné. Donc là, on serait plutôt, on va dire, à 0 sur 10 sur la note. Et sachant que la note de 10 concernerait les personnes qui ont une, voire deux, voire plusieurs sociétés qui sont intéressées par le sujet de l'ingénierie juridique, qui utilisent déjà un peu leur structure, qui font un peu de pilotage avec et qui se considèrent comme très bien accompagnés, soit par un bon expert comptable ou un bon avocat en droit des affaires. Et donc, du coup, cette dimension-là, cette familiarité-là serait plutôt sur 10. Donc, est-ce que quelques-uns, vous pouvez me dire, sur une note de 0 à 10, où est-ce que vous pensez vous situer entre je ne suis pas du tout familier ou je suis très familier avec la question de la création, ou en tout cas de l'exercice en société ou tous les sujets qui sont liés autour de la société? Moi, je dirais 5. 5. 3. 4. D'accord. Juste pour ne pas mettre 0. Je pense avoir 7. Oh, eh bien, c'est très bien parce que non, mais l'idée c'est que ce soit autant une intervention qui intéresse des personnes qui ont besoin un petit peu de débayer le sujet que des personnes qui veulent aussi un petit peu avoir quelques conseils ou des axes de réflexion pour un peu développer les choses. Comment est-ce que je peux faire avancer peut-être sans t'embêter? Non, excuse-moi, sinon tu ne m'arrêtes pas, c'est que je Alors, je vais juste commencer, je vais garder un œil pour essayer de ne pas prendre trop de temps. Ah, je vais beaucoup avancer. Alors, je vais juste commencer par quelques... Alors, attends, j'avance trop là, mais je ne vois pas mes flèches. Oui, vous l'avez, il était parti tout à la fin sur les organigrammes. Attends, c'est que j'ai les gens qui sont en visio qui me prennent plein de place. Ah. Je ne sais pas où les mettre. Donc, l'idée, c'est de commencer par un peu des généralités. Les généralités, c'est quoi? C'est que, bon, vous en connaissez certaines. Dans les formes sociales pour l'exercice d'une activité professionnelle, on va connaître le plus souvent la SARL et la SAS. La SARL, elle est dirigée par un gérant. La SAS, elle est dirigée par un président avec ou un ou plusieurs directeurs généraux. Sur ces sujets-là, celui de la direction, on passera vite, mais il faut bien cibler le fait que le dirigeant d'une société, l'idée, l'axe de réflexion, c'est qui est opérationnel dans la société. Le dirigeant, c'est celui qui décide et qui a la responsabilité et la signature. Donc, avant de partir dans des réflexions trop complexes, raisonnez bien qui est le pivot de la société, qui signe, qui va aller signer une convention bancaire, qui va embaucher, qui va licencier, c'est le dirigeant. Donc, qui est opérationnel, qui engage sa responsabilité et qui va aussi percevoir sa rémunération. Parce que souvent, on remarque que dans une société, vous allez avoir parfois un mélange des genres entre les associés et les dirigeants. Tout le monde va être impliqué dans la vie sociale, mais qui va véritablement être la personne qui va percevoir une rémunération, un salaire défini à l'avance pour l'exercice de son activité professionnelle au sein de la société. Vous avez parfois des associés qui sont totalement passifs, qui vont être là au capital de la société, qui ne vont pas du tout intervenir dans la vie sociale. Il y en a d'autres qui vont un peu intervenir par familiarité, parce que voilà, c'est un ami, un sachant, donc il va intervenir, mais pour autant, on ne va peut-être pas décider que cette personne-là va avoir comme rétribution un véritable salaire. Peut-être qu'elle, son engagement professionnel, va tout simplement avoir pour contrepartie le prix de ses parts le jour où elle s'en va, ou alors les dividendes. Voilà. Donc ça, c'est bien un rappel sur qui est le dirigeant. Je te laisse continuer du coup. Alors, autre petite généralité qu'il est importante de rappeler, la société, un de ses tout premiers atouts sur un plan juridique, bien qu'il y ait tout un tas de correctifs à apporter, c'est la limitation de la responsabilité, la circonscription du risque. Une société, c'est un patrimoine à lui seul. Donc, c'est-à-dire que demain, sauf bien sûr, on connaît tous les cas, notamment de caution bancaire. Une société, quand elle s'engage sur un passif bancaire, sur un risque financier, elle n'engage que son patrimoine et pas celui de son dirigeant. Donc ça, c'est important, c'est une règle qu'il faut rappeler. Ça n'est pas anodin parce que ça n'arrive pas qu'aux autres. Notamment dans le développement de vos activités, vous pourrez vous poser la question de savoir si vous allez faire 1,
2, 3 sociétés. Ça n'est pas que de la démultiplication de problématiques administratives, c'est aussi une façon de circonscrire le risque juridique dans chacune des structures. Parce qu'un jour, peut-être, vous aurez sur une de vos activités un gros contentieux compliqué, un point de vente qui n'est pas rentable. Ce jour-là, je ne vous le souhaite pas, mais si vous pouvez plier le sort de cette entreprise, en tout cas de cet établissement, par une fermeture, un dépôt de bilan dans le pire des cas, parce qu'à l'intérieur, vous avez des difficultés, au moins, cette décision de gestion-là, sur ce point-là, sur cet établissement-là, ne va pas pouvoir être ciblée et peut-être les errements, les erreurs ou les difficultés que vous allez avoir sur une de vos sociétés, vous n'allez pas être obligé de faire supporter le risque financier par le reste de votre activité. Donc, ça, il ne faut pas oublier que la société est aussi un cercle restreint dans lequel vous pouvez circonscrire votre risque. Et ça, c'est important de le garder en tête parce que ça peut arriver à tout le monde. Yannick, pour une question, une remarque. Oui. Effectivement, nous n'apportons pas de risque à notre patrimoine personnel, mais il faut quand même beaucoup souligner le fait que nous faisons aussi des engagements personnels pour le développement de l'entreprise. Et souvent, il y a des cautions qui sont signées. Donc, malgré tout, on peut dire ce qu'on veut. Il nous échappe cette partie-là. Et à la fin, lorsqu'on fait une société, la banque ou les établissements financiers font appel à notre commission. Tout à fait, effectivement, c'est malheureusement une des limites. Alors, il y en a plusieurs, il y a celle-là, et puis après, il y a toutes les irrégularités que vous pourrez commettre, qui ne sont pas forcément des choses qui peuvent paraître de la malhonnêteté, mais il y a des petits cas qui font que du coup, le dirigeant va pouvoir à nouveau exposer son patrimoine personnel. Cela étant, même si ce n'est pas parfait, quand vous exposez votre responsabilité personnelle à un passif bancaire parce que vous êtes caution, peut-être que vous allez malheureusement avoir à faire face à ce passif bancaire-là, mais si en même temps, dans la société, vous avez un gros contentieux, par exemple, ou des difficultés sur un plan social et un plan de licenciement collectif à mettre en œuvre et que vous n'avez pas les moyens de le payer, eh bien, vous savez que, par exemple, en cas de dépôt de bilan, vous avez des assurances type AGS qui prennent en charge, par exemple, les indemnités de licenciement quand vous avez un dépôt de bilan sur une société et que vous avez un gros passif social à supporter. Bon, on ne vous souhaite pas de faire de dépôt de bilan, mais voilà. Donc, oui, la caution, c'est une énorme nuance à la responsabilité limitée des sociétés, mais on retrouve quand même, dans le cas on va dire un peu d'un gros chantier, d'une grande guerre dans une entreprise, on retrouve des cas où malgré tout, ça reste quand même un verrou à d'autres risques, à d'autres dépenses. Alors, l'autre cas, l'autre sujet sur lequel je voulais un petit peu faire quelques développements, c'est que la société, c'est quoi? C'est aussi, il faut s'imaginer que c'est une petite feuille de route pour le développement d'un projet. Vous avez peut-être déjà une activité professionnelle, vous en avez une nouvelle, vous êtes porteur d'un projet, d'un nouveau projet, vous recherchez une aide opérationnelle et financière. Dans votre premier projet, vous êtes associé avec un tel. Dans le deuxième, vous avez repéré les compétences d'une autre personne et vous souhaitez qu'elle soit votre associé. Eh bien, par définition, créer une deuxième structure pour vous associer avec cette personne, c'est aussi organiser vos rapports juridiques. Votre premier projet, c'est un tel. Votre deuxième projet, on va prendre des prénoms, ce sera plus parlant. Votre premier projet, c'est Paul. Vous êtes à 50-50 avec Paul sur l'ouverture ou la création de telle activité. Sur la création de votre deuxième activité, vous souhaitez être avec Jacques. Vous créez une deuxième structure sur laquelle vous êtes à 50-50 ou autre. Ça, c'est tout aussi un débat qu'on peut avoir sur l'association. Vous êtes dans ce deuxième projet avec Jacques dans une deuxième société. Et sur cette société-là, vous allez négocier des encours bancaires, vous allez négocier un bail, vous allez avoir tout un contexte juridique qui va être propre à cette deuxième activité. D'où l'idée aussi qu'une société par structure, ça peut répondre à une organisation juridique propre parce que vous avez des partenariats pour une activité qui ne vont pas être les mêmes qu'avec votre autre activité. Donc ça, c'est un peu pour le contexte juridique également. Alors, également, un sujet qui est assez récurrent, une interrogation qui est assez récurrente sur le plan de la structuration en société, c'est la rémunération. Mais je vais passer rapidement sur celle-là parce que je pense que ça, c'est un point sur lequel il y a une étude individualisée à avoir. Certains d'entre vous vont être en SARL, d'autres en SAS. Certains vont miser
vont avoir la possibilité de se rémunérer essentiellement avec du dividende, auquel cas ils vont avoir plus, on va dire, d'arguments en faveur de la SAS. D'autres vont être en phase de création d'entreprise au début et vont vouloir privilégier un petit salaire de gérance et des charges sociales légères. Ils vont préférer la SARL. Voilà, ça, sur ce sujet-là, j'ai tendance à dire, il n'y a pas bien, pas bien. Il n'y a pas qu'une seule forme sociale sur toute votre vie professionnelle. Vous pouvez commencer avec une forme qui va être adaptée à certaines de vos contraintes et quelques années plus tard, basculer, transformer votre société parce que vous allez avoir d'autres préoccupations, vous allez avoir d'autres effets de levier et vous allez vouloir changer de société. Donc, ne pas tout axer absolument sur « j'ai une épée de Damoclès au-dessus de la tête, est-ce que je fais une SARL ou une SAS ?» Il y a vraiment pour chaque profil des questions qui vous sont propres, des sujets qui vous sont propres, en fonction aussi de votre stratégie ou de vos préoccupations aussi en matière de sécurité sociale. Certains me diront « je veux absolument rien avoir à faire avec la sécu ». Je pense que ce n'est pas forcément un bon raisonnement, mais en tout cas, c'est la dynamique ou la motivation de certains. Et ils vont avoir peut-être plus tendance à vouloir créer une SAS et d'autres, voilà, une SARL. Mais ça, c'est vraiment, je pense, un sujet sur lequel il faut faire une étude individualisée. N'écoutez jamais quelqu'un qui vous dit « fais une SAS, fais une SARL ». Se contenter de ce simple constat, ça part forcément d'une analyse qui manque totalement, on va dire, de précision et de finesse. Vous avez chacun une situation professionnelle et des sensibilités aussi, je le dis, des sensibilités différentes sur un plan juridique et financier. Je te laisse continuer. Alors, le sujet sur lequel je voulais surtout, notamment attirer votre attention aujourd'hui, c'est pour faire un petit peu d'ingénierie juridique, c'est parler des bénéfices d'une société. Aujourd'hui, ça c'est quelque chose qui est très important puisque souvent la société est perçue comme un outil un peu de lourdeur administrative. On se dit, bon, ben, quand je suis en entreprise individuelle, c'est facile, c'est lisible, c'est simple. Les revenus de mon entreprise sont mes revenus. Je n'ai pas besoin de plus, je n'ai pas besoin de plus de complexité que cela. Alors, je vous souhaite à tous, un jour, de pouvoir arbitrer de façon plus précise les choses. Pourquoi ? Parce que le point sur lequel je voulais attirer votre attention, parce que pour moi, c'est un point sur lequel on a vraiment de l'optimisation à faire, c'est est-ce qu'aujourd'hui ou à l'avenir, parce que parfois on ne peut pas se projeter dans l'immédiat, mais peut-être que je pense que c'est l'objectif professionnel de tout créateur d'entreprise, est-ce que les revenus de votre entreprise vous sont utiles à 100% pour financer votre train de vie ou en tout cas vos besoins quotidiens, le remboursement de votre maison ou vos vacances. Est-ce qu'à un moment, il ne faudrait pas mener une réflexion sur le fait que ces résultats, où est-ce qu'ils vont se situer? Ils vont se capitaliser, ils vont rester dans la société. C'est très bien, votre entreprise fonctionne bien, vous avez une société, tout le résultat excédentaire est dans votre société. Super. Mais est-ce qu'aujourd'hui, vous avez l'idée, est-ce que vous avez les outils pour employer ce résultat dans de nouveaux projets? En tant qu'entrepreneur, on va partir, c'est là qu'on va partir sur les petits organigrammes suivants. Ah, voilà. Donc, après, bon, tu peux passer celui-là parce que je vais l'illustrer. On va partir sur cet organigramme suivant. Vous êtes Monsieur Z. Pour certains, vous avez peut-être une société. Vous percevez votre rémunération. Mais je vous souhaite à tous et à toutes un jour de vous poser la question du remploi de l'utilisation des résultats de votre entreprise vers un projet, par exemple, immobilier, acheter vos locaux, ou, comme on se le disait en début d'intervention, une autre société, parce que vous avez un autre projet, que du coup, votre première entreprise, elle va bien, tout roule, Paul s'occupe bien, il est peut-être co-gérant ou directeur général sur cette société, et vous souhaitez peut-être développer quelque chose d'autre, un autre projet, peut-être rester dans celui-là, mais bref, et ouvrir une autre société. Dans ce contexte-là, la société est un véritable outil de pilotage de la création d'entreprise et de l'investissement, du réinvestissement, en tout cas, de votre développement juridique et financier. L'idée, c'est quoi? Aujourd'hui, moi, les sujets sur lesquels j'accompagne de façon récurrente les entrepreneurs, c'est la structuration en société et de ces sociétés qui sont à l'impôt sur les sociétés. Alors, pourquoi? On va passer du coup sur l'organigramme suivant. L'idée, c'est que ici, souvenez-vous, on a dit, vous avez une société qui va bien, on part du postulat que c'est une SAS, elle a un résultat qui est excédentaire. Alors, elle peut avoir deux choses d'excédentaire pour cette société. Elle peut avoir
une trésorerie excédentaire ou, enfin, en tout cas, ou un résultat bénéficiaire. Admettons que dans cette société-là, vous ayez, tout va très bien, vous capitalisez du résultat. Chaque année, dans le cadre de l'approbation des comptes, vous avez du bénéfice, mais vous avez aussi de la trésorerie qui s'accumule. Dans cette société-là, vous avez fait tous vos investissements. Elle ne sert pas à grand-chose, mais en tout cas, elle pourrait servir à autre chose qu'à faire des investissements au sein de votre société. Quel est le premier outil que vous pouvez utiliser déjà pour utiliser cette trésorerie? C'est, dans le cadre où vous êtes structuré en société, c'est ce qu'on appelle la convention de trésorerie. Peut-être certains en ont. En tout cas, ça, c'est un outil qui est très intéressant pour le développement de votre activité. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir que des sociétés qui sont contrôlées par une même personne peuvent se prêter de l'argent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si demain, cette société-là, elle a une trésorerie excédentaire, par exemple, de 50 000 €, et que vous avez un autre projet ici, par exemple, vous avez trouvé vos locaux professionnels, ben, les 50 000 € peuvent vous servir d'apport dans ce nouveau projet professionnel. Et ça, c'est la convention de trésorerie. Alors attention, ça n'est que du prêt entre sociétés, ce n'est que du prêt d'argent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tôt ou tard, cette société-là, qui a ce projet, par exemple, immobilier professionnel, elle va devoir restituer l'argent à la SS. D'accord? Donc, les groupes de sociétés, c'est déjà et une convention de trésorerie, c'est déjà un bel outil pour pouvoir profiter de l'excédent de trésorerie que vous avez grâce à votre entreprise dans un nouveau projet. Mais par contre, ce n'est que... Oui, C'est à tout zéro du coup. alors, il faut un petit taux quand même. Voilà. Parce qu'on doit toujours considérer que les différentes structures sont des opérateurs économiques indépendants. Donc, dans une convention de trésorerie, on prévoit souvent un taux qui est proche des taux de marché. Donc, l'idée, c'est quoi? On se prête de l'argent, c'est de ne pas faire des choses qui soient complètement, on va dire, déroutantes par rapport à ce que pourrait être une attitude d'un établissement bancaire. Donc, demain, vous prêtez un apport pour un projet immobilier, vous pouvez le rembourser en 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, mais n'allez pas soutenir la SCI que vous créez pendant 20 ou 30 ans sans jamais ne lui demander d'argent en retour. Ça, c'est un flux financier anormal, ça pose de très grosses problématiques sur un plan juridique et fiscal. Mais, oui. Donc, dans la SS, donc, ce serait plutôt une SASU. Parce que si j'ai des associés, je ne peux pas prêter. Alors, je peux quand même prêter. Petite subtilité, si vous êtes en SASU et que vous avez la majorité du capital de la SASU et que vous avez la majorité du capital de la SCI, c'est un des cas dans lesquels on considère que vous avez le droit de prétendre à une convention de trésorerie. Voilà. Mais si la SS, par exemple, on est 2, il faut que vous ayez plus de 51%. Il faut que vous ayez 51%. Il faut être majoritaire pour pouvoir actionner. Exactement. Voilà. Il faut avoir une situation de contrôle sur la SAS ou la SCI. Et dans ces cas-là, vous n'êtes pas obligé forcément de passer par la holding. Vous pouvez faire du prêt d'argent entre sociétés. Et il faut un intérêt, puisque si vous ne prévoyez pas d'intérêt, effectivement, là, il y a une difficulté sur un plan juridique et fiscal, puisqu'on considère que ces deux sociétés-là, elles ont quand même, c'est quand même un flux qui doit répondre à des conditions d'opérateurs économiques normaux. Donc, on ne se prête pas de l'argent pendant 50 ans sans se le rembourser à taux zéro. Ça ne va pas. On peut vous le reprocher un jour. Mais la convention de prêt, elle est faite juridiquement, elle doit être entérinée par un... On peut la faire... C'est un soutien privé. C'est un acte soutien privé. Juste un soutien privé. Exactement. Et elle est rapportée, elle est exposée à votre expert comptable. Quand vous avez un commissaire aux comptes, vous devez le lui rapporter également pour qu'elle soit correctement comptabilisée, que les flux soient correctement comptabilisés. Et en fin d'année, passer les écritures relatives aux intérêts et dans l'absolu les faire payer, même si on sait que des fois on a tendance à faire des mouvements de trésorerie sans forcément coller parfaitement à la convention de trésorerie. En théorie, il faut effectivement que ce soit bien comptabilisé. Il fut un temps, on les enregistrait aux impôts, certaines conventions intra-groupes, quand on avait des problématiques d'opposabilité, ce n'est pas strictement nécessaire. Une convention de trésorerie, si tout est bien comptabilisé et qu'elle est enregistrée, il n'y a pas de difficulté. Donc ça, c'est déjà une bonne chose. Vous pouvez aussi, dans le cadre d'une structuration comme ça, avec une holding, faire de la convention de trésorerie. Donc si par exemple, vous avez vous souhaitez apporter de l'argent à votre SARL, vous pouvez, à votre holding par exemple, vous pouvez également, voilà, vous pouvez faire en gros, on définit un périmètre dans lequel on va faire rentrer les sociétés dans la convention de trésorerie. Donc ça, c'est du prêt d'argent, c'est pour optimiser la trésorerie de votre entreprise.
Comme ça, voilà, sur un besoin ponctuel, vous pouvez avoir besoin d'un apport pour un projet, vous l'avez. Si vous avez beaucoup de trésorerie, vous n'allez peut-être même pas voir la banque, vous avez de l'argent dans votre entreprise, plutôt peut-être que de demander un financement. Par exemple, un cas d'urgence, vous avez à tout prix besoin pour un financement d'avoir rapidement de la trésorerie, vous l'avez dans votre société d'exploitation, vous pouvez vite injecter cette trésorerie dans la société à côté, dans la SCI, là où la banque, avec toute la tendresse que j'ai pour les établissements bancaires, peut mettre un peu plus de temps en réactivité pour pouvoir voilà, vous débloquer des fonds sur un projet. Et donc, hop, s'il faut vous dépêcher de faire quelque chose, d'avoir de l'argent, ça peut être pratique. Après, vous pouvez le refinancer, c'est-à-dire que vous redemandez quand même de l'argent à la banque ou l'argent de la banque finit par arriver. Mais ça peut être un outil intéressant, notamment en termes de réactivité de trésorerie. J'ai une question concernant la holding. Si la holding vient en création après une activité, une SARL ou une SAS, quelle valeur la société d'activité, on va dire comme ça, rentre au sein de la holding et est-ce qu'on peut se revendre à soi-même? Oui, alors la valeur de la société d'exploitation, c'est la valeur vénale, c'est la valeur qu'elle a. Alors là, c'est tout un débat aussi que vous pourrez avoir parce que vous allez demander à votre expert comptable de faire une valorisation, il va vous en faire une. Elle n'est pas forcément fausse, mais elle peut être un peu décorrélée de la valeur de marché parce que ce n'est pas parce que votre expert comptable sort en fait une valorisation de la société, ce qui est déjà un gage de sécurité financière et juridique et fiscale significatif, avoir une valo d'expert comptable. Mais c'est vrai qu'on remarque que parfois, on va dire, ces travaux-là ne sont pas toujours en phase avec ce que votre société pourrait valoir si vous décidez de la vendre. Mais c'est déjà ça et c'est déjà bien. Et elle doit être valorisée à ce montant-là. Et ensuite, vous avez deux façons aujourd'hui de raccrocher des titres d'une société d'exploitation à une SARL. Vous pouvez faire soit de l'apport, sur lequel il n'y a pas de fiscalité, soit vous pouvez faire de la vente à vous-même. Et là, il y a effectivement un peu d'optimisation aussi à faire, puisqu'une vente à soi-même, c'est aussi, mais bon, ça, ce sont des sujets encore plus pointus. C'est un arbitrage qu'on peut faire, apport ou vente, on peut faire une vente à soi-même. Alors, on se soumet par contre volontairement à la fiscalité de la vente de l'entreprise, mais c'est une fiscalité qui peut avoir malgré tout certains intérêts par rapport à la fiscalité que peut représenter une rémunération de gérant. Donc non, c'est une stratégie. Enfin, en tout cas, si c'est bien fait, c'est une bonne idée et c'est un choix arbitré aussi, pareil, entre est-ce que je veux payer de la fiscalité et me faire une vente à moi-même ou est-ce que je ne veux pas payer de fiscalité et je fais un apport à ma holding, tout à fait. Mais un apport à l'holding, c'est comme si c'est considéré une vente. La société... Alors, c'est valorisé, il y a une valeur vénale. Simplement, vous allez recevoir en échange quelque chose qui ne va pas être de la monnaie, quelque chose qui ne va pas être une créance. Vous allez recevoir en échange les titres de la holding pour la valeur de votre société d'exploitation. C'est-à-dire qu'à la place d'être propriétaire du capital social de la SAS qui est à 1 000 € de valeur nominale, vous allez devenir propriétaire des parts de la SARL. Et comme votre société, on a dit qu'elle valait 500 000 €, vous allez devenir propriétaire des parts sociales de la SARL Holding pour 500 000 €. Quand vous faites une vente à vous-même, si vous allez voir la banque, notamment, l'exemple le plus parlant, vous pouvez demander cet argent-là. En tout cas, là, il y a une vente, vous pouvez matérialiser un prix et faire le versement d'un prix. Parce que j'ai eu un cas, moi, une fois, où j'avais une société et j'avais monté une holding après coup. Et l'expert comptable m'avait dit que pour faire monter au sein de la holding, donc valorisé en fonds propres, il fallait que je vende l'activité à la holding, puisqu'elle ne pouvait pas monter fort. Alors, de deux choses l'une, pour faire remonter les actions, en tout cas là dans notre cas, pour faire remonter les actions, vous ne vendez pas votre activité, vous ne vendez pas votre fonds de commerce, vous allez faire un transfert en fait, de la propriété des parts sociales que vous avez dans une autre société. C'est là où on est vraiment dans des effets d'échelon juridique. En vrai, votre activité, elle reste tout le temps là dans votre société d'exploitation. Elle reste bien là, elle ne bouge pas. Et, vous êtes bien, l'opérationnel reste bien là-dessous, là, dans la SAS. Simplement, c'est plus vous qui êtes directement propriétaire des parts de votre société, c'est une société que vous allez venir mettre au milieu. Donc, il y a… Une SAS ou une SARL? Oui, tout à fait. Voilà, ça fait partie également des choix à arbitrer sur la forme sociale quand on fait ce genre de montage. Par contre, si on a excusez-moi, j'ai pas mal de questions sur les montages. N'hésitez pas à m'arrêter, sauf s'il le faut, pardon. Mais ce ne sera pas moi, ce sera… Allez-y. Ça me fait les gros yeux, je couperai, Yannick, t'inquiète pas. D'accord, très bien. Mais si on a notre associé, là, les choses se compliquent.
on ne peut pas faire un apport facilement comme ça. Il y aura forcément un droit de préemption un tout ce jour-là. Il est d'accord, il n'y a aucun problème. D'accord, ok. Merci. Non, c'est pas forcément une difficulté en soi. Souvent, dans des sociétés comme ça, où il y a beaucoup d'affectio societatis, bon, si vous en êtes arrivé à un point où votre autre associé ne vous autorise pas à faire un montage, c'est que ça ne va plus très bien à ce moment-là, parce qu'en fait, il ne vous autorise pas à faire quelque chose qui n'affecte pas du tout sa situation juridique et patrimoniale. Ça veut dire qu'il commence un peu à regarder ce que vous faites, sauf si vous avez d'autres intentions par ailleurs, mais normalement, ce n'est pas des décisions qui sont bloquantes parce que ça ne change rien pour un associé égalitaire ou minoritaire. Enfin, on va dire que ça ne change pas son quotidien. J'ai juste un apport supplémentaire, c'est qu'en plus de l'expertise de l'expert comptable, il y a le commissaire aux apports qui valide la valeur du bien avant que ça monte. Alors, en cas d'apport, sécurisé. Si vous faites un apport à une société ici qui est une société commerciale, type SARL ou SAS, effectivement, vous avez l'intervention d'un commissaire aux apports, qui est un genre de super expert comptable qui va, sur la base de la valorisation faite par votre expert comptable, le certifier et vous devez déposer ce rapport au greffe, c'est validé. Pourquoi? Parce qu'en fait, on considère que comme du coup ici, vous allez créer une société avec un capital social important, vous ne pouvez pas ici venir décréter par vous-même que cette société va avoir une valeur suite à apport de 1 million d'euros, parce que si ça n'en vaut que 100 000, vous trompez les tiers. Donc, vous avez besoin qu'un expert comptable vienne certifier le fait que cet apport, quand vous décidez de passer par l'apport, vaut bien 500 000 ou 1 million d'euros, parce que sinon, il y a une duplicité des tiers. Alors, l'autre façon de se structurer et en tout cas de profiter de la bonne santé financière de votre société, c'est dans la structuration de groupe, c'est de profiter du régime fiscal qui est lié au groupe de sociétés. En fait, l'idée, et ça c'était ma toute première réflexion que j'avais au début, c'est que votre salaire aujourd'hui, votre rémunération en tant que dirigeant, il doit vous servir en gros à payer vos vacances et votre maison. Pour tous les projets que vous avez de réinvestissement dans une nouvelle activité ou dans un projet professionnel immobilier par exemple, vous devez, je vous recommande en tout cas fortement, de fonctionner dans un groupe de sociétés. Pourquoi? Parce que dites-vous qu'aujourd'hui, la fiscalité des sociétés de groupe à l'IS, elle fait que l'argent, ici, alors on n'est plus dans des prêts entre les sociétés, hein, on est bien dans du transfert de valeur, on va se le réexpliquer. L'idée, c'est que tout ce qui circule ici en circuit fermé dans des sociétés à l'IS, il y a peu ou pas du tout de fiscalité. Donc, aujourd'hui, n'allez pas verser un salaire de votre société pour acheter des locaux professionnels. Vous allez payer de l'impôt sur le revenu et des cotisations sociales pour acheter des locaux. C'est un non-sens. Alors que si vous faites une holding et une société, par exemple, ici, type SCI, vous allez pouvoir, bon, ici, vous paierez en tout état de cause, l'IS, vous le payez de toute façon ici. Et en plus, il a tendance à baisser, vous le savez. Donc, quand vous allez faire remonter ici l'argent dans votre holding et qu'elle va vouloir le remployer pour aller là, dans ce circuit-là, vous avez une fiscalité qui est proche de zéro. Donc, en fait, ici, quand vous gagnez 100, quand vous faites un résultat bénéficiaire de 100, vous allez pouvoir remployer 99% du résultat de la société dans des projets annexes. Là où si vous devez sortir de l'argent d'une société d'exploitation par votre salaire, vous allez vous retrouver avec toute la fiscalité de l'impôt sur le revenu ou des cotisations sociales qui va avec. Donc là, vous avez un circuit, en fait, vous avez une circulation, en tout cas, du résultat et des valeurs qui vous permet ici, avec un frottement fiscal très faible, donc d'optimiser complètement le résultat de la société. Imaginez, voilà, les 100, ça devient 99 ici, et les 99 peuvent être rebasculés ici. Donc ça, c'est très intéressant. Pourquoi? Parce que du coup, le résultat excédentaire, le résultat bénéficiaire de votre SAS, voilà, il va servir de façon optimisée dans des nouveaux projets. Je peux prendre un exemple concret et tu me dis si j'ai bien compris. Je suis salarié de ma SAS locataire, je veux m'acheter ma maison. Au lieu de me verser un salaire supplémentaire pour rembourser mon prêt à la banque, il vaut mieux que j'achète ma maison en SCI. Alors, la seule dépense c'est ta maison. C'est pour ça que je disais que mes locaux professionnels, voilà, avec un étage habitable. Voilà, en fait, c'est ce que je veux. Voilà, ce qui est pas compliqué, mais en gros, ce que vous ne saurez pas optimiser parce que c'est obligé, vous avez besoin de vous sortir un salaire, c'est pour vous payer votre maison et vos vacances. Par contre, pour tous les projets professionnels, pour tous les projets de réinvestissement, là, effectivement, il faut que ça sorte, enfin, il faut en tout cas, pour bénéficier de ce faible frottement fiscal-là, qui est notamment celui pour les dividendes du régime d'API, il faut que le résultat qui est là
effectivement remonte par exemple dans votre holding et que vous le rebasculiez après dans une nouvelle société. Et après, vous prenez votre salaire, ça s'arbitre aussi, soit ici, soit dans votre société d'exploitation, soit dans votre SARL, mais vous ne prenez là que ce dont vous avez besoin pour partir en vacances et pour payer l'emprunt de votre maison. Mais SCI, si je n'y habite pas, je peux investir dans de l'immobilier. Exactement. Donc, par exemple, vous avez fait acheter un appartement en métropole, par exemple. Je n'habite pas dedans, mais je peux réinvestir grâce à la SCI dans un... Voilà. Donc, vous avez bien travaillé, vous avez du résultat bénéficiaire sur votre société, vous avez une holding. Cet argent-là, vous le faites remonter, vous faites une distribution dans le cadre de l'approbation des comptes annuels. Vous dites, c'est super, j'ai un résultat bénéficiaire de 100, je vais en faire bénéficier ma SARL holding, je fais une décision de distribution de dividendes de 100, et cette société-là va, elle, pouvoir utiliser, il va lui rester 99, ces 99-là, pour faire un emploi ici, par exemple, dans votre SCI. Comme ça, voilà, vous avez ce que je vous expliquais tout à l'heure, un frottement fiscal très faible, et vous maximisez, en fait, finalement, l'utilisation que vous faites du résultat bénéficiaire de votre société. Et l'idée, c'est que ces sociétés-là, également, c'est qu'elles soient toutes en fait, dans un régime IS pour pouvoir bénéficier de ce système. Question. Oui. Du coup, vous dites qu'on ne peut pas habiter dans sa maison, donc la holding qui crée une SCI, qui achète un bien immobilier, qui le met à la location quelques années, puis on se dit, tiens, j'aimerais bien habiter dans cette maison, donc je vais louer les locaux de la SCI en tant que lambda. Ça, c'est pas possible juridiquement? Alors, si, c'est possible, c'est juste que ça ne présente pas trop d'intérêt, dans le sens où, en fait, en gros, vous allez devoir faire un bail, vous allez devoir, en gros, payer un loyer à votre SCI. Donc ça, autant détenir son... C'est surtout si on veut le revendre après, on n'est pas propriétaire. Si. Je voyais l'inconvénient plutôt comme ça. Je pensais que c'était juridique. Mais si effectivement je décide de revendre ce bien, si c'est une SCI, je vais être beaucoup plus taxé. Si c'est mon bien, ce bien m'appartient et c'est ma résidence principale. Alors oui, mais ça reste les choses qu'on ne peut pas optimiser. En tout cas, ça fait partie des sujets sur lesquels on a des arbitrages qui sont quand même assez limités. C'est que quand vous êtes dans votre maison, vous avez des abattements qui sont liés à votre résidence principale et vous la gardez en propre, alors qu'effectivement, sur ces biens-là, vous allez avoir de la fiscalité et vous allez avoir effectivement un autre régime qui va s'appliquer. Donc, c'est pour ça que l'idée, c'est de dire, on différencie bien d'un côté qui relève des investissements professionnels, locatifs et autres, de ce qui est perso. Monsieur Z, ici, il a sa rémunération pour payer sa maison et pour payer ses vacances. Donc, je te laisse continuer. L'autre sujet sur lequel le régime de groupe de société est aussi très intéressant, c'est que peut-être que tôt ou tard, vous allez vouloir vendre une des sociétés que vous avez créées. Soit une partie, les 50% que vous n'avez pas, vous voulez les revendre à Paul, vous voulez les revendre à Jacques, ou alors vous voulez les vendre la totalité à quelqu'un d'autre, à un tiers qui est intéressé par votre société. Il faut savoir qu'une société à l'IS qui revend des titres de société ici également, d'une société à l'IS, va pouvoir bénéficier également d'un régime fiscal extrêmement favorable, vu que ça va être quasi totalement exonéré. C'est-à-dire que vous, à titre personnel, si vous vendez les titres de votre société, alors vous avez des régimes d'abattement, il y a des régimes fiscaux qui permettent d'alléger la vente des parts de société d'un dirigeant. Mais en tout cas, ici, on va dire dans une démarche de je vends, je remploie, je veux créer un nouveau projet, quand vous fonctionnez en groupe de société, ici, si vous vendez les parts de la SAS, vous avez une exonération. En fait, en gros, on n'impose que 12,5% de la plus-value des titres de la société à l'impôt sur les sociétés. Donc, ça fait aussi également une fiscalité très légère. Donc, dans ce montage-là, si demain, vous voulez vous séparer ici, par exemple, de votre société qui a un investissement professionnel, le fait de vendre cette société-là dans un groupe de sociétés, va vous permettre de bénéficier également d'une fiscalité très allégée, qui est le régime en fait, des plus-values sur les titres de participation. Donc, le régime de groupe permet aussi, voilà, au moment où il y a des transitions, où il y a des ventes d'entreprises, d'avoir des régimes fiscaux aussi très intéressants. Donc, l'idée, c'est quoi? C'est véritablement le schéma que je veux que vous gardiez en tête, c'est qu'en fait, bon, vous avez déjà peut-être votre société, vous avez ici votre exploitation, vous avez une société existante, c'est très bien.
vous souhaitez réfléchir à sa forme sociale, c'est une discussion que vous pouvez avoir avec votre avocat ou avec votre expert comptable. Vous voulez réfléchir également au montant, enfin, en tout cas à la rémunération que vous souhaitez percevoir. Il faut que cette rémunération, en tout cas dans cette logique de réflexion, elle serve à payer votre maison, vos vacances, etc., en tout cas vos dépenses personnelles. Et après, dans le cadre où vous avez des volontés, des velléités de développement, vous posez la question de créer cette société ici, holding, qui va vous permettre effectivement de pouvoir développer vos activités, à la fois, donc comme on le disait, en fait, peut-être que c'est la conclusion, ou en tout cas mon discours est maintenant presque trop fiscal. La fiscalité, c'est une chose qui est très intéressante à avoir à l'esprit parce que, bien évidemment, on est tous tentés effectivement de faire des économies et de se dire qu'on va payer moins, payer moins, payer moins. Mais peut-être que finalement, la conclusion de cette présentation, c'est de revenir à des choses aussi de bon sens de gestion et de juridique et finalement de considération très opérationnelle. Pourquoi? Le but, ce n'est pas de vous coller des structures et d'avoir 5 sociétés parce qu'il faut 5 sociétés et que vous n'ayez pas le sentiment que ça vous est utile ou alors que vous avez… Ou alors, enfin, en tout cas, il faut que vous soyez convaincu ou que vous ayez l'impression, enfin, vous ayez le sentiment que ce sont des outils qui vous sont utiles et qui sont efficaces. Parce que le but n'est pas de faire de la démultiplication de structures. L'idée, c'est vraiment que ça vous serve, et c'est d'où l'idée, on en revient au terme que je voulais en fait pour cette présentation, c'est de piloter. Du coup, je vais te demander de passer à la dernière slide. Ça, c'est un peu le résumé, moi, de ce que je voudrais imaginer, en tout cas, de la façon dont j'aborde le sujet avec les clients, c'est j'ai une société, elle fait du résultat, elle distribue ses dividendes, j'ai une holding. Est-ce que dans mes projets de développement, ici, j'ai une nouvelle société pour un autre investissement dans lequel je vais intégrer Monsieur Y, qui me paraît être intéressant parce qu'il a des compétences que je veux lier à ce nouveau projet. Est-ce qu'avec cette personne, je n'ai pas intérêt à conclure un pacte d'associés pour avoir des relations juridiques qui soient bien verrouillées? Qui va se faire rémunérer sur ce projet-là? À hauteur de combien? Qui apporte quoi? Quelle va être la latitude qu'on va laisser à Monsieur Y, si jamais il est dirigeant dans cette société-là, de pouvoir prendre des décisions? D'où l'idée que cette société-là, elle va véritablement avoir un rôle, elle va avoir vocation à développer telle activité et à régir les relations que vous aurez avec Monsieur Y. Pendant ce temps-là, vous allez peut-être aussi un jour finalement vous poser la question des aspects patrimoniaux de la transmission de votre entreprise. Est-ce qu'aujourd'hui, vous n'avez pas des enfants? Est-ce que l'idée, si le fils de Monsieur Z, ici dans mon exemple, n'est peut-être pas de l'investir directement dans la SAS, dans la société d'exploitation, mais peut-être simplement de commencer à lui donner quelque part de la SARL Holding, et peut-être de le faire travailler dans la SARL Holding, mais peut-être que le fils de Monsieur Z, vous voulez le voir prendre de l'importance et travailler dans la structure ici SAS. Est-ce que peut-être que le fils de Monsieur Z ne va pas finalement avoir vocation à prendre une participation au sein de la SAS, de la société d'exploitation, etc., etc. Voilà. Donc là, vous voyez, en fait, on a une illustration pour moi des différents sujets de réflexion que vous pouvez avoir et des exemples de l'utilité que les sociétés peuvent avoir. Donc, on en revient au fait qu'on ne cherche pas à démultiplier à tout prix les structures et les sociétés. L'économie fiscale, c'est un plus, mais la vraie réflexion, à mon avis, que vous devez conduire quand vous cherchez à vous organiser juridiquement, c'est qu'est-ce que je veux faire, avec qui je veux travailler et quelle est là, finalement, ma logique de développement. Et une fois que vous avez ça, ça doit être votre premier argument. Et une fois que vous avez ces sujets-là qui sont posés, vous pouvez commencer à répondre à la question, est-ce que je crée une société dédiée pour cette activité-là ou pas? Voilà. Et la réponse viendra du fait qu'il y a peut-être Monsieur Y dans le circuit, ou peut-être le fils de Monsieur Z que vous souhaitez investir, en tout cas intégrer progressivement au développement de vos activités, etc. Peut-être des considérations d'ordre de transmission familiale, etc., etc. Donc, la structuration en société, l'utilisation des sociétés, je pense qu'il faut surtout en revenir à des considérations véritablement de développement, on va dire, opérationnel. Et puis après, derrière, j'espère que voilà, vous avez un petit peu pu voir quels peuvent être les avantages, au-delà finalement de cette organisation, quels peuvent être les avantages par rapport à l'utilisation de la trésorerie ou du résultat bénéficiaire de vos sociétés. Voilà. Vous avez beaucoup d'économies, d'effets leviers à la clé qui peuvent se présenter grâce à ces montages-là. Donc, moi, je vous invite alors peut-être pas à tout révolutionner du jour au lendemain, parce que quelque part,
un montage juridique qui n'est pas compris ou qui n'est pas maîtrisé va être plus anxiogène et plus finalement vous contraindre, et ça ne va pas être un outil de développement serein. Par contre, quand vous mettez le pied progressivement dedans, ne soyez jamais inquiet à l'idée de dire « je crée une société, je ne comprends pas, je vais en créer une autre à côté, je ne visualise pas les flux entre les deux ». Ces choses-là, elles se mettent en place progressivement. C'est-à-dire que vous créez une société, à la fin de l'année, vous sortez un bilan. Vous avez un rendez-vous avec votre expert comptable. Vous allez parler rémunération, vous allez parler résultats bénéficiaires, vous allez parler peut-être de vos projets de développement avec votre expert comptable et votre avocat en droit des affaires. En tout cas, ces montages-là, ils se mettent en place au fur et à mesure de l'utilisation que vous en faites. Donc, vous n'allez pas du jour au lendemain vous retrouver avec 5 sociétés à gérer. Par contre, à chaque fois que vous aurez un projet de développement, il faut vous poser la question. Je le fais, je ne le fais pas? Est-ce que je le fais maintenant? Est-ce que c'est plus compliqué à faire plus tard qu'à faire maintenant? Parce que ça, c'est souvent des questions qu'on me pose. Ah là, c'est pas trop le moment, c'est pas une urgence, je préfère prioriser, mettre tous mes actifs ici dans cette société d'exploitation-là, je verrai plus tard. On le fait rarement plus tard. En général, quelques années plus tard, on se dit, bon, ben, en fait, maintenant, j'ai un boui-boui ici dans ma SAS et l'organisation juridique, elle va s'avérer être toujours faisable, mais beaucoup plus coûteuse. Donc, en fait, c'est une réflexion permanente qu'il faut essayer de mener à chaque fois qu'on a un projet, de se dire comment je le structure, comment je l'organise, est-ce qu'il y a un enjeu positif pour moi à créer une société? Si oui, sous quelle forme? Et pour chaque projet, pour chaque initiative, vous allez avoir des questions qui vont se poser de façon différente. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, la conclusion du choix de votre structure juridique, c'est la SAS, que pour les projets suivants, ça ne va pas être de créer une SARL. Voilà. Bon, il y a eu plein de changements, notamment en matière de commissariat aux comptes. Donc maintenant, tout le monde refait des SAS parce qu'on a plus besoin de commissaire aux comptes, moins qu'avant. En tout cas, voilà, il y a des contraintes qui ont disparu. Donc tout à coup, hop, voilà, vous avez des vagues en fait, où les conseils juridiques vont vous dire qu'il faut faire des SARL. Dans d'autres cas, vous avez des vagues où les conseils juridiques vont vous dire de faire des SAS. Vous avez aussi des petits sujets. Alors, globalement, s'il y a un sujet qui est relativement stable, c'est le taux d'imposition à l'impôt sur les sociétés. Ça, vous saurez que de ce point de vue-là, vous êtes entre guillemets sur quelque chose d'assez stable. Ces montages-là, il n'y a pas de modification. Enfin, en tout cas, il n'y a pas eu de révolution. On ne fait pas ça pour que ça soit remis en cause dans 2 ans. Ça fait des années que ça fonctionne comme ça, qu'il n'y a pas de remise en cause fondamentale de cet équilibre-là. Vous allez avoir, aux entournures, sous certains aspects, vous allez avoir de temps en temps des petites modifications. Moi, je dirais que surtout, les sujets un peu d'instabilité, c'est plus par rapport à la sécu. Oui. Est-ce que dans votre montage, la société pour immobilier professionnel peut être une SCI? Oui. À travers ce montage, je pensais que pour une SCI, il fallait être 2, et si la SARL est propriétaire elle toute seule, c'est pas possible, non? Alors, effectivement, dans une SCI, pour la création, il faut être 2. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas déposer des statuts de SCI si vous êtes tout seul. En cours de vie, elles peuvent parfois être toutes seules, elles s'exposent à une demande de dissolution. Pour tout vous avouer, je n'ai jamais vu de ma vie quelqu'un qui demandait la dissolution d'une SCI à cause d'un associé unique. Mais il faut savoir que c'est le risque. Puis, si tant est que demain, vous la créez avec un associé et qu'en cours de vie, elle se retrouve toute seule, vous vous retrouviez associé unique, vous faites une part Pour compléter la question, ça peut être une SAS et une personne physique qui sont associées dans la SCI. Ça doit être deux sociétés. C'est possible. Oui, ça, il n'y a pas de difficulté. Voilà. Voilà, ça fait 2, mais ce n'est pas obligé que ce soit 2 personnes morales. Non, tout à fait. Une part. Par exemple, l'immobilier professionnel, vous avez des personnes, vous avez des entrepreneurs qui considèrent que c'est dans l'immobilier professionnel qu'ils veulent mettre, par exemple, un enfant. C'est ce que j'allais dire. Est-ce qu'on peut prendre ses enfants dans la SCI avec la société qu'on exploite pour que justement dans le patrimoine, ça passe directement sans les charges des X pourcentage de l'État quand il y a... Ce sont des choix de transmission. C'est quand on ne veut pas mêler effectivement la famille à la partie SAS, ou peut-être qu'ici, dans la SARL Holding, on va mettre peut-être les membres de la famille qui vont être très opérationnels. Admettons que vous ayez une entreprise familiale. Parfois, vous pouvez avoir aussi des mélanges de gens. Vous allez pouvoir avoir des SARL Holding familiales, ça existe. Et vous pouvez tout à fait décréter qu'effectivement, ici, vous voulez en faire cette société civile immobilière, en fait, un outil de transmission, et vous avez certaines personnes qui faire considèrent descendre une flèche directement de fils de monsieur à... Par exemple. Ici. Et effectivement, l'immobilier professionnel, on pourrait
avoir tendance à penser qu'on peut mettre les enfants dedans parce que c'est eux qui vont avoir plus naturellement peut-être vocation à se retrouver, en tout cas pas impliqués dans l'opérationnel, mais dans l'immobilier. Mais en même temps, le jour où si vous voulez tout vendre un jour à quelqu'un, mettre les enfants dans la SCI, tout va bien quand les relations sont bonnes. Mais si demain, vous avez un acquéreur qui est intéressé par la totalité et que vous avez un blocage, notamment, hein, ça c'est pour moi. Là-dessus, je ne vais pas vous dire qu'il y a des vérités, en tout cas qu'il y a des dogmes, hein, mais moi, par exemple, je ne suis pas du tout favorable au fait de mettre des enfants mineurs dans des sociétés. Voilà. Ce n'est pas romantique, mais il faut se mettre d'accord en famille. C'est compliqué aussi, hein, les enfants mineurs Alors, dans une SCI. Oui, parce que vous avez des difficultés, effectivement, par rapport après aux décisions patrimoniales. Mais parfois, on se demande, est-ce que je mets mes enfants mineurs dans une société? Je pense que c'est plutôt quelque chose à déconseiller. On peut les réintégrer après, une fois qu'ils sont majeurs. On peut créer toujours réintégrer à n'importe quel moment une personne ou une société. Absolument. Et puis donner aussi, par l'intermédiaire de démembrement, etc., voilà, donner par la suite aux enfants quand ils sont majeurs. Donc, voilà, ça, c'est un modèle, c'est un exemple. Et vous voyez bien, en fonction des sensibilités ou des projets de développement de tout à chacun, que cet exemple-là peut être adapté en fonction. Après, on va poser des questions, mais moi j'ai plein de questions. Ça, par contre, on ne peut pas faire ce modèle-là sans qu'il y ait la SARL Holding au centre. Alors, vous pouvez tout à fait vous contenter aujourd'hui d'avoir une société d'exploitation et une SCI d'immobilier. Et qui peuvent faire la même chose que la SARL. Du coup, elles pourront faire une convention de trésorerie entre elles. Oui, mais on ne pourra pas utiliser le résultat excédentaire de la SAS. Je ne pourrais pas verser mes dividendes à la SAS. Non, mais je ferai le premier exemple que tu as donné. On ne peut faire qu'une convention de prêt. Elles peuvent se traiter de l'argent. Mais je ne peux pas faire verser mes dividendes dans une SCI. Non, ce qui sera dommage, c'est que si vous vous contentez de ces deux-là et que demain vous avez besoin, enfin, que vous voulez sortir du résultat de la SAS, vous allez le sortir comment? Vous allez le sortir en dividende ou en rémunération. Et c'est là que le bas blesse. Mais ça, on y va. Allez-y, posez vos questions. C'est tout l'intérêt de la holding. Oui, la holding, c'est quoi? C'est l'idée de dire, c'est que tant que ça ne vous sert pas à vivre, ça ne doit pas rentrer dans votre poche. Du coup, ce n'est pas fiscalisé et c'est de l'énergie. Exactement. C'est que ce qui doit rentrer dans votre poche, dans votre compte bancaire perso, ça n'est que ce que vous avez besoin pour faire des cadeaux à votre femme pour la Saint-Valentin. Ou à votre mari. Oui, ou à votre mari. On va s'arrêter là. Donc voilà, j'espère que ça vous a donné des pistes de réflexion, que ça vous a aidé un petit peu à comprendre comment les choses pouvaient fonctionner. Ça reste de l'ingénierie juridique, donc je pense qu'il faut être bien accompagné sur tous ces sujets-là. Et surtout, je pense avoir le sentiment que ça peut vous aider et que c'est un outil d'optimisation. Parce que véritablement, c'est vraiment autre chose que je souhaite combattre, c'est que parfois, nous, en tant que juristes, on veut à tout prix imposer, on essaye en tout cas, on présente des montages. Je pense qu'un montage qui est présenté à quelqu'un qui n'en voit pas l'utilité, pas parce qu'il n'a pas compris, mais qui n'a pas envie, c'est une mauvaise chose. Puisque si vous vous désintéressez totalement, vous ne voyez pas l'intérêt pratique et que voilà, c'est un sujet qui pour vous est complètement opaque et obscur, votre société ne vous servira à rien et pour le coup, vous allez payer pour quelque chose que vous n'utilisez pas. Alors que si vous n'allez pas passer votre vie à gérer ça, hein. Il y a des périodes clés dans la vie d'une entreprise. C'est quoi? C'est l'approbation des comptes ou les phases de croissance externe ou de vente de vos entreprises. Vous n'allez pas vous poser la question tous les mois de savoir comment vos sociétés fonctionnent. La première année, peut-être, au terme de la clôture d'un exercice, vous allez pour la première fois appréhender peut-être des décisions, des sujets qui vont être un peu obscurs, mais la deuxième année, ça reviendra. Vous serez accompagné par votre conseil qui vous réexpliquera les choses, qui vous aidera à arbitrer. On distribue des dividendes, on ne les distribue pas, qu'est-ce qu'on fait de la rémunération cette année, etc. Est-ce qu'on fait un complément ou pas et vous aurez le temps d'appréhender ça à chaque clôture de bilan. D'où l'idée, et ça, à mon avis, c'est très, très important, je pense, pour vous, entrepreneurs, il faut absolument être vraiment d'équerre sur votre comptabilité et pousser au mieux votre expert comptable à faire des projets de bilan en tout début d'année. Je vois trop souvent, avec tristesse,
des liasses fiscales ou des bilans être distribués alors, par la faute de tout le monde, à la fois moi-même, j'ai été dans le cas où j'ai envoyé mes pièces comptables la veille des échéances fiscales, ne le faites jamais. Mais c'est une difficulté qui, pour le coup, est vraiment dommage, puisque quand vous avez un bilan tôt dans l'année, vous pouvez justement piloter et prendre des décisions utiles. Si vous recevez votre bilan la veille du dépôt de la liasse fiscale, vous n'avez plus rien à faire, plus rien à décider, plus rien à arbitrer, plus rien à améliorer. C'est un état de fait, ça tombe. On voit parfois des liasses fiscales être déposées avec des comptes courants débiteurs des associés dedans. C'est un abus de bien social. C'est passible d'ordressements fiscaux. Alors qu'en fait, peut-être que si on avait pu arbitrer les choses avant, on aurait pu arranger un peu les choses et faire des versements complémentaires pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de compte courant débiteur dans les comptes de la société. Pour compléter, c'était l'objet du club TPE de fin d'année dernière avec les tableaux de suivi, les tableaux de bord pour piloter son bilan. Et on avait fait venir un contrôleur de chez Tereos qui expliquait en fait que le but, c'est de ne pas subir son bilan en fin d'année, mais c'est de le piloter tout au long de l'année en faisant des suivis mensuels, voire trimestriels de nos dépenses, investissements et de nos rentrées, parce que souvent en fin d'année, c'est trop tard. Une fois que le comptable il a fait son travail, et c'est trop tard parce qu'on aurait pu avoir des résultats nets supérieurs, ou on aurait pu faire de l'investissement, mais c'est en amont, c'est pas une fois qu'on reçoit, et nous tous les ans, Club TPE, ça c'est au 31 mars, vous allez voir, tous les adhérents vont nous demander une lecture de bilan. Parce qu'en fait, tout le monde reçoit webinaire, là. Laurent, tu as ton micro d'ouvert, Laurent Cossette. Ah, ok. Il faut que tu attendes pour l'apéro, Laurent. Et donc, ça, c'est des demandes qu'on a des adhérents. Et je disais tout à l'heure à certaines personnes qui étaient dehors avec moi, on va refaire des ateliers comptables pour expliquer ça, mais en amont, en fait. Parce que comme le dit Marie, quand c'est fini, c'est tout ça. Et puis, vous allez être, le sujet juridique va vous déborder. Si votre bilan, si vos résultats, si vous n'avez pas une jolie vision de votre entreprise sur un plan comptable et financier, l'enjeu juridique de la structuration en société, il va venir comme un truc en trop compliqué, trop tard, trop complexe, etc. Alors que, voilà, avec effectivement une bonne vision financière et comptable de votre entreprise, vous aurez le temps justement de vous poser ces questions-là. Et un tableau Excel de base, c'est ce que le contrôleur de gestion disait, il n'y a pas besoin de payer. Alors, il y a des outils très bien faits pour faire un suivi de gestion au jour le jour, mais si vous n'avez pas l'envie, la capacité, un tableau Excel et une lecture mois par mois et un rapprochement bancaire mois par mois aussi permet de suivre sa compta et d'éviter des fois des surprises. Et puis, discuter avec son expert comptable. Oui, il faut aller au-devant des rencontres. L'expert comptable n'est pas là que pour faire la saisie des factures, il doit être là aussi pour vous conseiller et vous accompagner. C'est-à-dire que ça va plus loin que saisir les factures et pour le mettre en mesure de travailler, vous tenir bien l'agenda de comptabilité, comme ça, du coup, vous le mettez aussi en mesure de pouvoir... au revoir. Vous le rendez capable aussi de faire ça parce que... On le nourrit pour qu'il puisse donnant. Sur la partie, lorsqu'on a des projets justement de développement, pour la partie salariée, on doit refaire des contrats également. Alors, il y a tout un process qui se met en marche, effectivement, de holding, etc. C'est pas plus compliqué parce qu'en fait, il faut faire des avenants. Donc, ça dépend. Et en fait, tout dépend un peu, en gros. Alors, sur la question sociale, pareil, il faut voir, est-ce que, en gros, le salarié dont tu parles, est-ce que c'est quelqu'un qui va avoir vocation à travailler uniquement pour la SAS ou c'est quelqu'un qui va être de façon transverse sur deux entreprises? Par exemple, tu vois, le DAF, il pourrait se trouver dans la SARL Holding. Et auquel cas, lui, il va se retrouver là, alors que, par exemple, quelqu'un qui va être opérationnel sur cette activité-là va rester là. Alors, après, transférer un DAF sur une SARL Holding n'est pas forcément quelque chose de très compliqué. En tout cas, à ma connaissance, quand on a des échanges avec les services, avec la partie sociale, ou en tout cas avec les gens qui font les prestations sociales des sociétés, c'est plutôt juste un avenant. Et pour là, je pensais plus aux salariés, plus opérationnels, on va dire. Plus opérationnel, où on est sur une SARL et effectivement, il y a un projet de développement. Et là, du coup, on imagine, comme tu dis, la partie holding et création d'une autre structure. Et effectivement, on déplace quelque part en fait, les salariés juridiquement. C'est juste un avenant. Alors, pour la situation juste juridique de modification d'employeur, c'est un avenant. Mais il doit être d'accord.
Parce qu'autrement, il y a rupture de contrat. Enfin, il a la possibilité de… Tu ne peux pas lui imposer effectivement de changer d'employeur. Il change de fait d'employeur uniquement quand il y a et il ne peut pas s'y opposer quand il y a des transferts d'entreprise. Par exemple, tu vends un fonds de commerce, là, il y a un transfert de contrat de travail qui est automatique. Mais en tout cas, si c'est juste des choses qui relèvent de ton organisation juridique interne, tu as besoin de son accord pour le transfert. Sinon, après, c'est des… Oui. C'est-à-dire qu'une structure qui fait, par exemple, de la vente et qui a un service livraison, on décide de remonter tout, de créer un service livraison dans une nouvelle structure et on bascule cette personne. Il est à son même poste, l'entrepôt est au même endroit, enfin, mais simplement il va changer de structure. C'est là où on peut faire un avenant. Un avenant. Changer en fait l'identité juridique de l'employeur. Et comme souvent, très régulièrement, les conditions d'emploi ne changent pas. Ce pas des choses qui posent, à ma connaissance, en tout cas, qui posent souvent de grosses problématiques. Ça pose des sujets, mais bon, là, on rentre dans des considérations plus complexes. Ça pose des sujets quand il y a beaucoup de salariés et que du coup, il faut assurer, en fait, à périmètre constant, la conservation des avantages, etc. Mais ça, c'est plus du droit social. Et puis, c'est des choses surtout plus compliquées. Voilà. Est-ce que pour tout le monde, c'était clair? Est-ce que vous avez des questions? Est-ce qu'il y en a qui sont en entreprise individuelle ou en auto-entrepreneur et qui pensaient que ce soir, on parlerait plus d'une constitution de SAS ou de SARL? Il y a des questions sur le passage? Enfin, j'en profite, bien. Parce qu'on n'a pas du tout parlé, mais je sais qu'il y a quand même pas mal d'adhérents au MEDEF qui sont auto-entrepreneurs ou entreprises individuelles. Pas de… Non, moi, je suis en SARL, mais je ne savais pas du tout comment attendre, en fait. Avec tout ça, personne ne t'avait expliqué? Non, mais je connais parce que j'ai travaillé dans une entreprise, c'était exactement ça, des sociétés mère-fille, etc. Changement de salariés, certains ont refusé. J'avais déjà vu, mais c'était pas, je ne savais pas. Dans les cas concrets, par exemple, au MEDEF, on a beaucoup d'entreprises qui ont en holding les services support, DAF, RH, etc. Et en société en dessous, toutes les sociétés d'exploitation. Et c'est la holding qui gère, ça c'est possible aussi, qui gère en fait, c'est les services support et ils se refacturent. Ça, si je ne dis pas de bêtises, ils se refacturent entre ça, c'est aussi possible en fait. Pour faire un tout petit retour effectivement sur la transition entre entreprise individuelle et société, clairement l'entreprise individuelle aujourd'hui a tout un tas d'avantages en phase de création par rapport à la légèreté effectivement de fonctionnement et par rapport à tout les systèmes aussi, les mécanismes fiscaux, les régimes fiscaux qui peuvent être en place pour un créateur d'entreprise qui n'a pas forcément de charge, donc qui va avoir des abattements forfaitaires, etc. On en revient à ce qu'on disait au tout début, c'est qu'est-ce que je gagne, qu'est-ce que mon entreprise génère. À partir du moment où votre entreprise elle commence à générer en fait finalement un résultat qui fait que ce résultat bénéficiaire il est conséquent, le passage en société devient intéressant parce que c'est là où j'en reviens à une de mes réflexions de début de présentation. Quand vous n'avez pas besoin de la totalité des revenus de votre entreprise pour pouvoir payer vos cadeaux de Saint-Valentin et votre maison, etc., et votre voiture, la société, voilà, elle permet justement d'organiser ça. C'est que vous aurez votre société vous versera un salaire qui vous permettra de payer uniquement ses besoins personnels, alors que le résultat bénéficiaire va lui rester dans la société qui est là, à un taux ici à l'impôt sur les sociétés, qui est encore en baisse, vu qu'en 2022, il est à 25%. Donc ici, on va avoir un taux qui sera assez faible, qui sera optimum, en tout cas, la fiscalité des résultats va ici être assez faible, là où en fait, finalement, pour vivre, payer votre maison et vos vacances, il n'y a que les sommes dont vous avez besoin pour faire ces dépenses-là, qui, elles, doivent rentrer dans votre impôt sur le revenu et dans vos cotisations sociales. Tout le reste, ça doit rester dessus. On pourra envoyer ta présentation à l'ensemble des participants? Oui, elle est voilà. Donc, du coup, vous recevrez la publication avec les schémas et ça peut toujours être intéressant d'y revenir. Ça t'intéresse. Pour ceux aussi qui sont… C'est très clair. Ok, tant mieux. Ça fait… Merci de le souligner. C'est des sujets un peu techniques et puis voilà, parfois… ils ne font pas très envie ou alors ils peuvent être un peu rébarbatifs ou parfois aussi on peut se dire un avocat, la question juridique, etc., la structuration, la démultiplication des structures,
c'est trop lourd, c'est trop compliqué, c'est pas en phase avec la réactivité qu'on doit avoir. Moi, je préfère travailler plutôt que de commencer à passer des heures à rédiger des statuts de société ou mon argent, je préfère l'employer à investir dans mon entreprise plutôt qu'à payer des conseils. Tout se discute. Voilà. Il y a je pense, au milieu de tout ça, en fonction de vos projets, des choix qui peuvent, dans tout ce qu'on vient de se dire, vous correspondre à vous. Voilà. Pour ceux qui sont en distanciel, on va vous abandonner. Nous, on va aller faire notre petit apéro habituel du club TPE. Est-ce que vous avez des questions avant qu'on se dise au revoir? Non, pas de questions. Merci pour la présentation de qualité. Merci. Merci beaucoup. C'est très clair. Merci. On est désolé de ne pas être avec vous pour l'apéro. On se rattrapera, Michel, t'inquiète pas. Et dans tous les cas, j'envoie les contacts de Marie Wangel et sa présentation à tous ceux qui étaient inscrits sur la liste pour ce soir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne soirée. Bonne soirée à tous et santé. Salut Laurent.